Il y a 20 ans, le laboratoire Pfizer teste un médicament contre l'angine de poitrine et fait une découverte étonnante. La molécule du nom de sildenafil ne peut rien pour l'angine, mais elle provoque des érections. Pfizer la commercialise. Un succès planétaire. Des millions d'hommes à travers le monde utilisent la pilule du sexe, le Viagra. Mais est-ce vraiment la pilule miracle ? J'ai 75 ans, je vais sur mes 76. J'ai toujours eu une vie sexuelle tout à fait harmonieuse, sans aucun problème de panne ou quoi que ce soit. Pour moi, la sexualité a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. C'est un peu le rayon de soleil que l'on a sur le paysage de sa vie. Edgar, informaticien à la retraite, tente de repousser la vieillesse comme il peut. Le plus important pour lui, garder sa puissance sexuelle. En 2011, Edgar vit une séparation douloureuse. Il se souvient alors d'une ancienne amante avec laquelle il a vécu une relation torride quelques années auparavant. Je lui ai proposé de venir à Genève, la sachant libre, et puis moi étant par la force des choses à nouveau libre. Avec Iris, on a vécu quelque chose de très très beau. Oui, c'est vrai, c'était des rapports sexuels tout à fait passionnants. Ça allait vraiment très bien. J'ai pris un rendez-vous tout simplement pour le petit check-up annuel. Et à cette occasion, j'ai demandé à mon médecin traitant la possibilité d'avoir un stimulant sexuel en lui expliquant cette situation, que je nouais une nouvelle relation, puis que j'avais besoin d'un peu de sécurité. Les années précédentes, je n'avais jamais pris de stimulant sexuel. Il m'a prescrit une ordonnance pour du Levitra. Autre molécule, même effet. Le Levitra est un médicament du même type que le Viagra, tout comme le Cialis, le Spedra, le Vivanza. Depuis l'apparition de la pilule bleue, plusieurs laboratoires rêvent d'imiter le succès de Pfizer. 20 mg et boîte de 12. Une boîte de 12 et pas de plus. C'est ce qui me reste pour l'instant. Ah bah je vais prendre celle-là. Ouais. Prenez celle-là. Oui. Alors ça fera 153 euros. 153 €. Même si en France voisine c'est 2 fois moins cher qu'en Suisse, le budget érection reste élevé pour Edgar. Environ 15 francs pour une nuit d'amour. Mais quand on aime, on ne compte pas. Il faudra une bonne demi-heure pour que le médicament fasse son effet. La première nuit, ça a été une vraie catastrophe. Le choc émotionnel était tellement fort que ça m'a coupé absolument tous mes moyens. Et c'est là, à tout malheur, quelque chose est bon. J'ai pu apprécier dès le premier soir l'immense compréhension d'Iris, sa patience, son amour, sa tendresse. Et elle n'a pas du tout pris la situation, elle ne l'a pas du tout pris mal. Bien au contraire, et puis on est restés comme ça ensemble, c'était très agréable. Edgar surmonte le choc des retrouvailles. Et à la tentative suivante, le médicament permet de rétablir la fonction érectile. Du Viagra pour retrouver sa virilité à un âge avancé, est-ce bien raisonnable ? Un grand nombre de personnes avec l'âge qui avance ont une envie d'avoir une sexualité, ont une sexualité ou voudraient avoir une sexualité. Pourquoi ? Il faut faire un examen médical, une évaluation médicale large, un bilan médical approfondi lors d'une dysfonction érectile. Parce que c'est un des risques par ailleurs du médicament. C'est-à-dire que le médicament couvre les symptômes d'une maladie qui pourrait être derrière et qui n'est pas visible, qui se manifeste en premier par la dysfonction érectile. Cette personne risque de faire assez rapidement
un événement cardiovasculaire, notamment un infarctus, un AVC. Donc, la dysfonction érectile devient un signe d'alarme, un signal qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui compte pour une santé sexuelle, ce n'est pas l'âge, c'est surtout la santé. Je ne pense pas que l'âge soit une limite, ou soit un handicap, ou ce soit une condition d'arrêter. Non, je ne crois pas. Finalement, la flamme de l'amour s'est ravivée et Iris accepte la proposition de mariage d'Edgar. Elle quitte son Brésil natal pour s'installer avec son mari à Genève. J'ai une boîte de Lévitra dans ma table de nuit. Je l'ai pris quand même au début et puis j'ai ressenti un réel confort aussi. Je me suis trouvé un petit peu dans la situation d'un voyageur qui, toute sa vie, a voyagé avec les trains CFF qui sont très confortables, qui a voyagé en deuxième classe. Et puis un jour, ce voyageur a l'opportunité de voyager en première classe. Puis il se rend compte qu'effectivement, la première classe, les fauteuils sont un petit peu plus larges, il y a moins de monde, c'est plus calme. Et puis, on y prend vite goût. Et après, c'est très difficile de revenir en deuxième classe. Depuis le début, Edgar a pris soin de dire à Iris qu'il prenait une pilule pour l'amour. Iris a pris ça avec beaucoup de philosophie. C'est magnifique. Tu as repris beaucoup de... Tu as retrouvé le talent d'il y a 20 ans, tu sais. C'est parce que il veut me plaire. J'espère que ce ne soit pas pour une autre femme. D'accord. Pour moi, c'était comme s'il prenait un médicament pour mal à la tête. Bon. Ça n'a rien changé, non. J'ai trouvé ça naturel. Fabrice n'a aucun problème d'érection, mais lui aussi utilise du Viagra à certaines occasions. Nous sommes à Anvers. Fabrice a été élu Mr Laser France en 2016, autrement dit Monsieur Cuir France. Il est accompagné par son ami Pierre pour se rendre à l'élection de Mr Laser Belgique. Comment vas-tu? Je vais bien. Félicitations. Tu es l'élu de l'an dernier? Non, de cette année. La prochaine élection, c'est en mai. C'est le Mr Laser Amsterdam qui m'a accueilli, avec qui j'étais dans le jury. Great. Nice to meet you. C'est le représentant de la communauté cuir gay. Il y en a un par pays. C'est un représentant associatif qui est élu à la suite d'un concours. Et puis du coup, on essaye de porter un peu une parole au niveau de la prévention, au niveau communautaire. Du coup, on est dans des endroits privilégiés pour pouvoir parler avec les gens, pour pouvoir les rencontrer, pour parler de santé, santé sexuelle, santé mentale, la santé, quoi. Ça va bien? Et toi? Ouais. T'es beau, j'avais pas vu ta chemise bleue. Montre-moi ça. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 60 pour faire un peu le contre-courant de comment était vue l'homosexualité à l'époque. À l'époque, l'homosexualité, c'était vu dans le cinéma, c'était uniquement la folle, etc. Et donc, du coup, c'était un moyen de reprendre les codes de l'hyper-virilité avec le cuir, avec les macho-men, etc. Et d'essayer d'inventer sa propre histoire, sa propre identité. Toute la société nous renvoie à l'image qu'un homme qui se vaut, qui a de la valeur, c'est un mec qui est viril, qui est puissant. Et c'est pareil chez les hétéros, je veux dire, dans tous les films romantiques où la femme, elle se blottit contre le mec qui est hyper fort, hyper puissant, et elle se met dans le creux de son épaule. Et bah, c'est pareil chez les gays, quoi. Le super mec va toujours être valorisé par rapport au mec qui est un peu moins viril ou un peu plus sensible, quoi. Pour être un mec viril, il faut être un mec puissant. Et cette puissance-là, ça va avec le fait de bander dur, quoi. Pendant un temps, je crois que j'ai eu une sexualité qui était hyper active, avec beaucoup de partenaires, un peu dans une recherche comme ça d'affection et puis de plaisir.
et de performance. Du coup, le Viagra arrive un peu comme la substance qui va permettre de continuer dans le trip du moment, du week-end, pour durer plus longtemps, pour s'amuser plus longtemps, pour aller vers quelque chose de plus puissant, plus fort. Tu veux un moment? Non, ça va. Les fois où j'ai eu accès au Viagra, je me suis retrouvé dans un cas de configuration où j'étais avec un mec qui me plaisait pas trop, qui m'excitait pas trop. Et en même temps, j'avais pas envie de dire « bon, bah tu me plais pas, on va pas le faire ». Du coup, j'avais pris un Viagra pour assurer le coup, pour être sûr de bander, pour pas être confronté au fait que j'avais pas vraiment de désir pour la personne. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit « tiens, il y a un truc un petit peu bizarre, quoi ». Et le fait est que ça avait marché, c'est-à-dire que c'était super dur et que ça marchait bien. Et en même temps, j'avais pas envie, quoi. Lécher, manger, ça ne tâche rien du tout. Moi, le Viagra, j'en ai jamais eu vraiment besoin, en fait. C'était comme un truc festif supplémentaire, quoi. C'était une petite pilule. Ah bah tiens, on va essayer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça peut être fun. Qu'est-ce que ça va me faire ressentir? Comment je vais être? Mais j'en ai jamais eu besoin médicalement. Non, vraiment pas. Comment est-ce possible qu'un médicament soit utilisé à des fins récréatives plus que thérapeutiques? Nous contactons Pfizer pour en savoir plus sur leur stratégie de vente. Mais leur porte-parole nous explique que la direction ne peut pas répondre car notre film pourrait être interprété comme une publicité pour le Viagra. Et la publicité pour les médicaments serait interdite en Europe. C'est en cherchant d'autres sources d'informations que nous tombons sur le livre de Jamie Rady, un ancien commercial de la marque. Peut-être Jamie Rady pourrait-il nous éclairer par rapport aux questions auxquelles Pfizer refuse de répondre. Rady accepte de nous rencontrer. Direction les États-Unis. Dans son récit adapté au cinéma, Rady raconte les débuts un peu cocasses de la vente du Viagra et surtout l'immense success story qui a suivi. Rady est toujours représentant médical, mais pour une autre marque. À ses heures perdues, il écrit d'autres scénarios pour Hollywood, en quête d'une nouvelle performance cinématographique. Le Viagra l'a érigé au rang de scénariste à succès. S'il a critiqué Pfizer, c'est un peu malgré lui. Son but était simplement de raconter une super histoire. C'est près de Los Angeles que nous allons le retrouver. Rendez-vous à Manhattan Beach. Personne ne savait que le Viagra allait devenir le Viagra et faire la couverture du Time Magazine ou les titres sur NBC News. Personne n'avait aucune idée à ce propos. On pensait juste, ça va être un bon médicament avec lequel on va faire de l'argent. Après des résultats de vente un peu médiocres au début, Jamie Rady devient le vendeur vedette de la marque. J'ai compris que ça allait être vraiment différent quand je fréquentais les cabinets des urologues et que dans une des salles d'attente, chaque siège était occupé par un homme âgé qui avait la tête baissée et l'air embarrassé. Tout d'un coup, le docteur a ouvert la porte et m'a pointé du doigt en disant « C'est lui, Monsieur Viagra ». Et les hommes ont levé les yeux, se sont levés et se sont mis à applaudir. Ils m'ont fait une standing ovation. Oui, cela ne s'était jamais produit auparavant lorsque je vendais des antibiotiques. C'était très drôle. Le Viagra était l'unique médicament de ce genre. Il n'y avait rien d'autre sur le marché. Et donc, pour une fois, c'était les médecins qui se précipitaient vers nous. Ça a été vraiment très drôle pendant 3 mois, comme si nous étions les rois. L'empire Pfizer ne se contente pas de viser les hommes réellement en souffrance. Aux yeux du géant pharmaceutique, chaque homme est un impuissant qui s'ignore. Ils connaissaient les patients et ils savaient qu'à l'époque, en 1998, peu d'hommes allaient admettre avoir besoin de Viagra. C'est la raison pour laquelle le service de marketing de Pfizer s'est mis au travail pour étendre le marché. Donc, ce n'était clairement plus uniquement les hommes qui souffraient de dysfonction érectile qui étaient visés. Par exemple, Pfizer allait aux courses de voitures NASCAR et mettait à disposition du public des tentes médicales dans lesquelles les hommes pouvaient faire contrôler leur tension artérielle. Ces courses de voitures sont des endroits où il y a plein d'hommes qui se nourrissent mal, qui mangent beaucoup de choses très grasses, des chicken wings et du fast-food. Et parmi eux, il y en a pas mal qui deviennent diabétiques,
Dans ses tentes médicales, Pfizer pouvait détecter les diabétiques et ça rendait service aux hommes. Ils se disaient « Hey, je ne savais pas que j'étais diabétique », ce qui leur permettait par la suite de suivre un traitement adapté. Et parmi les diabétiques, beaucoup ont des problèmes d'érection. Donc ça permettait en même temps à Pfizer de faire prescrire du Viagra. Dans les séminaires spécialisés de vente, les commerciaux apprennent à vendre le Viagra avec des méthodes qui pourraient s'appliquer au Coca-Cola. Démonstration. Personne dans une pub à la télé ne dit « Ouais, ce Coke est vraiment bon ». Ils disent « Oh mon Dieu, ce Coca est fantastique !» C'est dit avec enthousiasme. Eh bien, c'est la même chose avec la vente de médicaments. On a un nouveau médicament, il s'appelle Viagra. Viagra, yeah! Et on va le vendre, ce putain de truc. En tant que vendeur, tu dois être gonflé à bloc. Ceci va être le médicament numéro 1 et nous allons flinguer la concurrence. C'est ça qu'on te dit dans les séminaires de vente. Le Viagra n'est pas seulement un médicament révolutionnaire, c'est aussi une conquête commerciale bien étudiée. Pfizer profite d'une peur ancestrale qui concerne chaque homme, celle de l'impuissance. Aujourd'hui, le docteur Bianchi De Micheli reçoit Adriano. Ce patient a subi 2 greffes du rein. Depuis, il souffre très souvent de douleurs aiguës qui l'empêchent d'avoir des érections. Adriano a eu du mal à trouver un médecin qui le comprenne. Le sexologue a su être à son écoute. On ne s'imagine pas quel est le degré de souffrance d'un homme qui a une dysfonction érectile. C'est une souffrance vécue dans sa chair, dans ses tripes. C'est une souffrance qui est de l'ordre de leur virilité. Ils se sentent atteints psychologiquement. Ensuite, c'est des hommes qui souvent ont des comportements d'évitement. Ils ont envie d'avoir quelqu'un, ils évitent toute relation pour ne pas se confronter à l'échec. Finalement, c'est des hommes qui vivent une grande solitude. Et quand je dis solitude, c'est dit souffrance. Je dis risque de dépression, je risque des enjeux de vie majeurs. Ces hommes-là sont souvent avec des larmes retenues qu'ils n'osent pas montrer à l'extérieur, mais ils pleurent à l'intérieur. Et si on peut donner un sourire à un homme un jour, on est nous aussi heureux. Et à vous, ça vous provoque un problème important, ces troubles de l'érection? Ça a été un problème, pas tout de suite, parce que c'est vrai que l'important, c'était le rein, au fait. Oui. On a laissé passer du temps, peut-être trop de temps, au fait, avant que je vienne vous trouver. C'est vrai que, avec mon médecin traitant, effectivement, il m'a donné des médicaments pour essayer, mais c'était pour essayer. On n'a pas analysé vraiment la base du départ de ce que c'était, au fait. Même avec les chirurgiens, en fait. On traite, chirurgien, c'est très technique, donc le rein fonctionne. Et on laisse à part le côté, comment dire, d'érection. Donc, on a un peu l'impression que pour eux, si mécaniquement ça marche bien, la sexualité c'est un luxe. Oui, c'est un luxe, ou bien c'est pas si important. Pas si important. Ouais. Alors que pour vous, c'est très important. Je pense que pour le couple, c'est important. Ouais. J'avais encore mon entreprise, donc je travaillais de plus en plus. Moi, je me couchais plus tard, elle se levait, j'allais dormir dans la chambre d'amis. Ouais. Bon, on n'a pas eu plus de rapport. 10 ans. 10 ans, ouais, pratiquement, ouais, une dizaine d'années, plus de rapport du tout. Dû à ce problème de douleur. Ouais. On pense qu'on prend le Viagra et puis tout de suite ça fonctionne, mais c'est pas tout à fait ça. Et comment est-ce qu'on vit le fait que même avec un médicament pour l'érection, ça ne marche pas? Alors on vit mal parce que là, on se dit, là, il y a vraiment un gros problème. Là. Voilà. Si même avec ça, ça ne marche pas, le problème doit être encore plus important. Plus important, effectivement. Eh bien, moi, je vous dis que ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est mon rôle aussi. Ouais, moi, je vais essayer de vous aider, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et trouver une autre solution. Ça n'a pas marché, pas parce que vous avez un problème plus grave que d'autres, mais parce que peut-être il faut le configurer de la manière plus adaptée à vous. Quand vous êtes au départ d'une rencontre, ce n'est pas les caresses. Hein. La femme est en attente que vous lui fassiez l'amour. Hein. Soyons clairs. Hein. Elle n'a pas à attendre de la caresse.
Même si avec l'âge, vous avez plus d'expérience, mais elle est quand même dans l'attente de faire l'acte d'amour. Hein. Donc, non. Et l'amour, ce n'est pas qu'une érection. Absolument. Et une personne n'est pas qu'une érection. Un homme n'est pas qu'une érection. Si on commence à voir ces problèmes de manière plus globale, c'est-à-dire la sexualité, c'est une relation à l'autre, c'est le sentiment, c'est l'érotisme aussi, bien sûr. Mais on peut être dans un érotisme très intense sans forcément passer par une érection ou que l'érection soit la protagoniste absolue. L'érotisme est très cérébral, par définition, ça l'est. Donc, parfois, vous savez, les patients, les personnes qui souffrent de ça, grâce aux problèmes qu'ils ont eus, ils commencent à développer une sexualité qui est différente. Lors du tournage, Edgar nous apprend qu'il a un cancer de la prostate. En fait, il le sait depuis 8 ans, mais il a repoussé l'échéance d'un traitement le plus longtemps possible. Aujourd'hui, une radiothérapie est devenue inévitable. Pour qu'elle soit efficace, Edgar doit subir en même temps un traitement hormonal. Et vraiment, du jour au lendemain, j'ai pratiquement plus de désir sexuel. C'est vrai que chez le chirurgien, quand il m'en a parlé, ma femme était présente. Et après coup, avec ma femme, on en a beaucoup parlé. Puis je lui ai dit, bon voilà, si j'ai plus de désir sexuel, tu ne dois pas penser que j'ai plus d'amour pour toi. C'est que, ben voilà, les circonstances font que je suis privé de ce désir pendant une certaine période. Et puis normalement, c'est que provisoire. Edgar sera privé de désir sexuel pendant au moins 1 an, et même les pilules de l'amour ne peuvent pas l'aider. Car sans excitation sexuelle, les médicaments ne font aucun effet. Elle a tout à fait accepté. Puis elle m'a dit, écoute, il y a un temps pour tout. Pour l'instant, ça, c'est pas possible. Mais il y a tellement d'autres choses à faire. Elle n'a pas du tout pris mal. Elle n'a pas du tout pris mal la chose. Et j'en suis vraiment énormément reconnaissant de ça, parce que quelque part, quand même, on se sent un petit peu... se sentir coupable, c'est beaucoup dire, mais ouais, on se sent un tout petit peu amoindri, et puis voilà. Edgar et Iris ne ratent pas une occasion de célébrer leur amour. C'est le vôtre. À l'occasion de la Saint-Valentin, Edgar a prévu de préparer pour Iris un repas de fête entre amoureux. Merci. Regarde ça. C'est magnifique, regarde ces petites tomates. C'est le problème du marché, c'est que c'est tellement beau. Edgar et Iris ont décidé d'affronter cette épreuve ensemble. Edgar espère retrouver son érection d'autrefois. Mais si ce n'était pas possible... Soit j'ai plus de libido, donc j'ai plus de désir sexuel, alors que le moteur marche ou ne marche pas, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. La deuxième hypothèse, c'est que la libido remonte, que j'ai du désir, mais que le moteur ne fonctionne pas, que je n'ai pas d'érection, etc. Alors, ce sera un problème que je ne connais pas, que je devrais gérer, parce que je ne me suis jamais trouvé dans cette situation. Ben, il faudra peut-être sublimer ça, et puis l'accepter, et puis vivre avec. C'est pas la fin du sexe aujourd'hui que détermine si on est amoureuse ou pas. C'est toute la vie qu'on a vécue ensemble. Il a été choisi pour, je pense. Iris se rappelle des beaux jours et de l'importance qu'Edgar a eue dans sa vie de femme. Avec toi, je me suis laissée aller. Je t'ai laissé aller, oui. Feu d'artifice. Je me suis laissée aller. Donc là, je suis tombée amoureuse. Ouais. C'est vrai qu'on a passé des beaux moments. Il y a 20 ans, c'était très agréable. Tu m'avais ouvert l'esprit. Et j'ai pu vivre une vie fabuleuse avec un compagnon. Je suis heureux pour toi. C'est bien de vivre avec toi. Edgar n'aura que sa femme comme soutien. Entre hommes, on ne parle pas de l'impuissance. C'est pareil partout dans le monde, ou presque.
Si la parole est plus libre dans ce petit village à l'extérieur de Munich, dans le sud de l'Allemagne, c'est grâce à lui, à Günther. Nous sommes au pays des groupes d'entraide. Il y en a des milliers à travers l'Allemagne, et plusieurs qui s'occupent de problèmes d'érection. Günther est le fondateur du tout premier groupe d'entraide pour des impuissants. C'était il y a 20 ans. C'est à ce moment-là que Günther a été opéré de la prostate suite à un cancer. Cela fait maintenant 20 ans que j'ai été opéré. Et je dois dire qu'à certains moments, je trouve ça toujours douloureux d'avoir perdu ma capacité à avoir des érections. Mais je dois vivre avec cette réalité. C'est pour ça que je tente de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Parfois, j'ai la sensation d'être en échec par rapport à une chose importante. Mais il faut dire que ce sont des instants plutôt brefs. Il faut éviter d'entrer dans une spirale négative où on y pense tout le temps. Alors je tente de penser à autre chose. Je pense par exemple au groupe d'entraide et cela m'aide à m'éloigner de ces pensées tristes. Ça veut dire que c'est en lien avec l'estime de vous-même? Oui, bien évidemment. C'est un peu comme s'il vous manquait quelque chose de central, quelque chose d'important. Quelque chose qui vous stabilise. Oui, cette chose qui fait que l'homme est un homme. Manfred a eu plus de chance que Günther. Il a subi la même opération, mais plus récemment. Aujourd'hui, les chirurgiens savent préserver les nerfs, et Manfred a pu retrouver sa capacité d'avoir des érections. Est-ce que le tram a de nouveau eu du retard? Non, aujourd'hui, il était bien à l'heure. Après son opération, Manfred a contacté Günther pour faire partie de son groupe d'entraide. Les deux hommes ont rendez-vous pour travailler sur le site internet de leur association. Le but, encourager d'autres hommes à les rejoindre. Tu es molle. C'est la première chose que tu te dis à toi-même. Les autres, ils n'oseraient peut-être pas me le dire. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Puis, il y a la peur que certaines personnes pourraient apprendre que j'ai un problème. Peut-être que ma femme va confier tout ça à sa meilleure amie et que celle-là trouve que c'est un excellent sujet de conversation pour la prochaine rencontre entre copines. Ce sont des peurs excessives. La peur que ça pourrait se savoir. Et les autres, ils vont penser quoi de moi? Je ne suis plus un vrai mec. Un homme sans érection, ça sert à quoi? Il faut voir qu'un groupe d'entraide, c'est quelque chose de suspect pour la plupart des hommes. C'est plutôt quelque chose pour des femmes. Oui, ça sonne un peu comme couille molle. Oui, regarde ça d'abord. Ça engendre un chaos émotionnel pour chaque homme. C'est toujours difficile quand on prend conscience du fait que ça ne marche plus. Je fais quoi maintenant? Certains me disent que je suis courageux d'aller dans un tel groupe. Il faut peut-être dire aux hommes que ce n'est pas comme ils pensent. Ce ne sont pas des hommes qui font du tricot ensemble. Il faut dire aux hommes que ça demande du courage. Donner du courage aux autres, c'est la mission de Günther. Chaque semaine, il anime un groupe d'une dizaine d'hommes pour partager des expériences et trouver des solutions pour chacun. La plupart n'ont pas souhaité être filmés. Je suis courte et j'ai également subi une opération de la prostate. C'était il y a 2 ans et j'ai les mêmes problèmes que les 2 messieurs qui ont parlé avant moi. Je suis nouveau dans le groupe, je suis venu pour pouvoir échanger avec les autres
et profiter de leur expérience. Est-ce que tu peux nous dire comment cela s'est passé pour toi avec les médicaments? Car au début, tu as pensé que ça ne marcherait pas pour toi. Peut-être peux-tu donner des conseils à Kurt? Juste après l'opération, l'urologue m'a prescrit du Cialis. Mais je n'ai pas été très heureux avec cette pilule. Je l'ai prise, et à chaque fois, ma tête est devenue toute rouge. Mais je n'ai pas eu d'érection. C'était 2 ou 3 mois après l'opération, du coup, j'ai laissé tomber. Alors que tu étais excité? Oui. Nous avons quand même eu des relations sexuelles avec ma femme, mais sans pénétration, puisque l'orgasme fonctionne aussi sans érection. Puis le temps a passé, et c'est au bout d'1 an que j'ai senti à nouveau que quelque chose bougeait. Alors j'ai fait une nouvelle tentative avec la pilule, et c'était un peu différent. Les oreilles étales toujours rouges, mais il y avait aussi quelque chose de changé au niveau du pénis. Tes pieds aussi ont chauffé? Je dois dire qu'en réalité, le groupe est devenu une thérapie pour moi. Si je ne m'étais pas donné cette mission, j'aurais peut-être aussi plus ou moins mal géré ce problème. Je serais peut-être également tombé dans un profond trou noir, comme c'est le cas pour beaucoup d'hommes. Pour beaucoup d'hommes, l'impuissance peut les mener à découvrir de nouveaux jeux érotiques qu'ils peuvent tester avec leur femme. Ça suppose bien évidemment d'en parler ouvertement avec sa femme. Mais si c'est possible de communiquer, on peut trouver des solutions qui permettent d'avoir tout de même une vie sexuelle épanouie. Et comment a réagi votre femme? Pour elle, ce n'était pas vraiment un problème. Même avant mon opération, nous avions déjà une vie sexuelle un peu plus variée que la moyenne. Pour nous, c'était évident qu'il y a d'autres façons de faire l'amour et qu'il ne faut pas forcément une érection. Alors on fait ça et puis on l'apprécie. Mais Günther n'est-il pas contraint de faire contre mauvaise fortune bon cœur et d'utiliser au mieux les possibilités qui lui restent? Paris. Nous sommes allés voir des professionnels du sexe pour savoir si vraiment on peut faire l'amour sans érection. Je suis travailleur du sexe, je vends des prestations sexuelles tarifées à des femmes. Donc il y a des clientes qui veulent simplement du sexe, comme ça, entre midi et 2 ou entre 5 à 7. Ils vont pas aller rencontrer un inconnu dans un bar ou qui sont simplement délaissés par leur mari ou qui sortent avec un mec un peu maladroit ou égoïste. Je fais aussi un peu d'assistance sexuelle auprès de femmes handicapées. Il y a de la clientèle de tous les horizons, de toutes les classes sociales. C'est assez large. Dans mon métier d'escorte, j'ai jamais utilisé le Viagra, j'ai pas eu l'occasion. Si toi, tu étais maintenant dans la situation d'avoir des problèmes d'érection avec tes clientes, alors tu ferais quoi? J'ai déjà été dans cette situation, comme tout le monde, et puis je sais pas, en général, je me demande, peut-être ça va venir, peut-être ça va pas venir, bon voilà. Je me dis c'est pas grave, ça peut arriver, je suis un être humain, je suis pas une machine, et la plupart du temps, elles disent que c'est pas grave aussi, et puis que je peux les faire jouir par d'autres moyens. Et j'ai eu quelques clientes, ça m'est arrivé, qui l'ont un peu mal pris, qui l'ont pris de manière agressive, etc. Parce que elles attendaient elles faisaient partie des rares clientes qui ont attendu vraiment une performance de ma part. Mais c'est pas pour ça que je vais me mettre la pression moi-même ou que je vais considérer qu'il y a une obligation de résultat parce qu'elles m'ont payé. Je suis un être humain et je veux dire, si je dois avoir une panne, j'ai une panne et puis voilà. Et on essaie d'y remédier si c'est possible et si c'est pas possible, tant pis quoi.
Bug fait partie du STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe. Il a rendez-vous avec Anaïs, une prostituée, et avec Thierry, qui, lui, est escorte pour des hommes. Comme Bug, Thierry joue de temps en temps dans des films porno. Enfin, moi, en tant qu'acteur, ça me dérange pas. Prendre du Viagra pour tenir une après-midi sur un tournage, parce que je pense que les gens s'imaginent pas forcément, mais t'es dans des positions super inconfortables, tu dois faire attention à la caméra, ton partenaire, toi, tu dois penser à des trucs qui t'excitent pour bander, des trucs comme ça. Si tu prends du Viagra, t'as un peu moins besoin de te concentrer, ou c'est quand même c'est plus simple, quoi. T'as le froid, t'as le réalisateur qui te gueule dessus, t'as la caméra ou une perche qui passe sous toi pendant que t'es en train de enfin, mais ouais, enfin moi en fait l'expérience que j'ai eue par rapport au Viagra sur un tournage m'a pas donné envie de faire ça en dehors de manière récréative. En fait j'avais l'impression que ma queue était engourdie presque, qu'il y avait un truc de plus avoir presque autant de sensations que j'en avais avant. Moi j'aime bien sentir des évolutions en fait dans mon érection. Il y a des niveaux dans l'érection en fait, on n'est pas toujours... Vous avez des clients différents et leurs attentes ne sont pas forcément les mêmes. L'utilisation et le potentiel du Viagra est peut-être pas la même non plus. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de clients qui prennent du Viagra. J'ai des clients qui effectivement ont des problèmes d'érection, ou qu'on pourrait considérer comme des problèmes d'érection. Mais la raison principale qui fait qu'ils vont voir des travailleuses du sexe, c'est que justement ils savent qu'ils vont pas être jugés là-dessus et qu'ils peuvent explorer d'autres formes de sexualité sans être jugés uniquement sur leur pénis et leur érection. Pas de Viagra, mais certains clients sont tout de même préoccupés par la performance. Je vois parfois des hommes qui refusent de voir, de comprendre, d'admettre qu'un rapport qui dure 1 heure, ben non, c'est pas drôle du tout en fait. Si on vous caresse, par exemple, 1 fois doucement, c'est sympa, une 2e fois aussi. Si on vous caresse 50 fois la même zone de la même façon, au bout de la 50e fois, vous ne trouverez pas ça agréable du tout, même si la première fois, c'était très agréable. Toutes les femmes n'aiment pas les mêmes choses, donc il faut écouter aussi son partenaire et se dire que c'est pas parce qu'on sait faire 17 positions différentes et tenir 1h30 que forcément, on est un merveilleux amant. Je pense que le merveilleux amant, il sait écouter sa partenaire ou son partenaire et il s'adapte. Et là, il se rend compte bien souvent que l'érection... Il y a des moments où c'est vachement bien, et puis il y a des moments où on peut très très bien s'en passer. L'importance de l'érection là-dedans est moyenne. Je pense qu'elle a son importance en termes de pénétration, mais que la pénétration n'est pas forcément le point d'orgue de l'acte. Et qu'il faut aussi savoir décentrer le plaisir si besoin, il faut savoir aussi utiliser ses doigts, utiliser sa langue, utiliser des jouets, être un petit peu plus inventif que simplement faire comme dans les films porno. Voilà, c'est qu'un outil en fait, l'érection, c'est pas une finalité. Quand on fait des plans des fois qui se passent bien, on va super loin et tout, on sent que les mecs après sont hyper en demande en face. Et ils nous mettent sur un espèce de... dans un rôle, dans un personnage où d'un seul coup, on perd sa liberté d'être juste soi, quoi. Et du coup, bizarrement, dès qu'il y a une obligation, ça tue l'envie, quoi. À Lyon, Fabrice, en tant que représentant emblématique de la communauté gay, doit tenir son rang. Longtemps, il a cru qu'un homme sans érection était comme un roi sans couronne. Il y a tout un mouvement qui se passe depuis quelques années avec ces nouvelles drogues de synthèse qu'on trouve sur Internet. Et les mecs qui te disent, ouais, tu t'es chems, point d'interrogation. Et donc, ça veut dire chems, c'est chemical sex, c'est sexe chimique, quoi. Et donc, c'est toutes les drogues de synthèse que tu trouves sur Internet assez facilement. Et donc, le trip, c'est on va se rencontrer et puis on va consommer ensemble des drogues, du GHB, du Viagra, pour se faire un trip à deux, quoi. Et moi, je m'en suis vite rendu compte, en fait, parce que j'ai commencé un petit peu à essayer. Et puis, j'ai vite vu cette pente glissante que ça pouvait représenter, de ce que ça faisait sur moi. C'est-à-dire que très rapidement, je pensais qu'à ça. C'est-à-dire que j'étais arrivé à des tels niveaux de plaisir que je pensais qu'à ça, qu'à réorganiser un plan Kems pour pouvoir repartir super fort et pour pouvoir ressentir le truc. Et puis, de faire sans. Ça devient chiant. Et ouais, c'est là où ça dérape, quoi. Le dérapage dont parle Fabrice, c'est aussi la mauvaise utilisation de ces stimulants sexuels, dont le surdosage peut avoir des conséquences méconnues de ses consommateurs. On peut avoir des effets très dangereux pour la santé.
notamment une érection persistante. On parle de priapisme, c'est-à-dire une érection qui ne disparaît pas après un certain nombre d'heures. La douleur devient très importante et là, les hommes doivent consulter d'urgence en neurologie, aux urgences d'un hôpital, parce qu'il faut intervenir. Il faut faire quelque chose qui peut être médicamenteux ou chirurgical notamment. Si on ne fait rien, il y a des risques pour la fonction érectile qui peut être permanent. On a eu des cas de personnes qui ont abusé de ces médicaments et qui ont perdu pour toujours la fonction érectile parce qu'ils ont détruit les organes liés à l'érection. Un autre risque qu'on peut voir, c'est l'association de ces médicaments, Viagra et d'autres, avec des drogues. Là aussi, certaines personnes associent l'ecstasy, la cocaïne au Viagra pour avoir, encore une fois, une performance sexuelle encore meilleure, avec des risques encore plus importants pour la santé ou pour la vie de l'individu. Donc attention, chaque invention a son côté positif extraordinaire, mais l'être humain est capable de trouver des effets très délétères pour lui et pour les autres à travers les découvertes. Les stimulants érectiles rapportent gros. Les ventes se font sans ordonnance par Internet, un marché annuel de plusieurs milliards de dollars. C'est dans cette cave à Berne que les autorités suisses stockent les médicaments saisis par les douanes, plus de 1000 livraisons en 2016. Pendant les dernières années, on a vraiment observé une augmentation du taux de médicaments contre la dysfonction érectile qui fait maintenant plus que la moitié de tous les médicaments qu'on saisit. La grande quantité de médicaments contre les troubles d'érection, ça vient de l'Inde. La plupart des produits saisis sont des contrefaçons. La fabrication est contrôlée par des cartels, semblables à ceux qui fabriquent des drogues. On répète toujours qu'il ne faudrait acheter aucun médicament par Internet. C'est un trop grand risque pour la santé. Ça vient d'Inde. Peux-tu, s'il te plaît, faire une analyse quantitative et qualitative? Oui, volontiers. Le plus grand danger, c'est que les substances actives qui sont dans les comprimés sont faux. On a même fait des analyses qui ont démontré que 3/4 de tous les médicaments contre les troubles de l'érection étaient de mauvaise qualité. On a observé des substances non déclarées comme des analgésiques dans les médicaments contre les troubles de l'érection. Le plus grand risque, c'est que le médicament contient une autre chose que déclaré, et comme ça, on risque de perdre sa vie ou d'avoir des effets indésirables qui sont très graves. Le consommateur ne sait jamais ce qu'il reçoit. À 36 ans, Fabrice a décidé de mettre un terme à sa vie sexuelle débridée. Il veut vivre pleinement son histoire de couple avec Pierre. Je regrette rien de ce que j'ai fait, et puis c'est génial, et puis voilà, puis je continue aussi. Enfin, tu vois, je suis pas dans un truc de dire le sexe débridé c'est mal, pas du tout. Ça m'a construit aussi, ça m'a permis de prendre confiance en moi, ça m'a permis de lâcher un peu de pression à des moments où j'en avais trop, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis d'avoir du fun et puis du plaisir et puis de s'éclater, quoi. Et puis ça fait du bien de s'éclater, tout simplement. C'est pas que j'ai décidé d'être fidèle, c'est que je me rends compte que ouais, ça m'intéresse plus d'aller multiplier les rencontres sexuelles à droite à gauche, et que finalement, pour prendre soin de la sexualité dans son couple, il faut aussi se focaliser sur son couple. Et ce qui est chouette, c'est de toucher à quelque chose de vrai, finalement. C'est-à-dire que si tu pars dans des tours de plaisir et que tu as des orgasmes immenses et que tu éjacules 4 fois dans la soirée, bah ça sera peut-être hyper fort, mais ce sera peut-être un peu fake à côté de faire l'amour avec quelqu'un que t'aimes et puis être dans ce rapport d'intime à l'autre où il se passe quelque chose et où tu t'éprouves en tant qu'être humain, quoi. Faut faire la différence entre plaisir et bonheur. C'est-à-dire que t'as le plaisir et puis t'as le bonheur. Alors le bonheur, ça fait peut-être un peu moins de bruit que le plaisir, mais putain, c'est vachement bien aussi, quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve, quand c'est l'amour qui va t'amener à la sexualité. Et c'est ça qui est le plus profond, quoi.
Adriano, lui, a changé de stratégie. Il est persuadé que c'est le manque de relations sexuelles avec son épouse qui les a menés au divorce et qui a fait chavirer toutes ses relations depuis. Mais tout a changé lorsqu'il a rencontré sa nouvelle compagne. Et le premier soir, l'invitation au restaurant, je lui ai dit, écoute, voilà, je vais te dire 2 ou 3 choses, mes problèmes de santé, les problèmes d'érection, et je lui ai tout dit. Je lui ai vraiment tout déballé. Je m'attendais qu'elle me dise, bon, écoute, mon chéri, t'es bien gentil, t'es bien beau, au revoir. Ben non, elle m'a dit, où est le problème? Ça l'a étonné, quand même, qu'un homme puisse tout déballer à une soirée, hein, qui aurait dû être plutôt romantique, et puis qui a été plutôt de problème de santé, de se dire, voilà. Même moi, hein, j'étais très surpris, hein, parce que j'étais dans l'attente. Je dis, j'ai pris ce soir-là une petite pastille de Cialis, là. Je pense que je n'aurais pas eu forcément besoin. Parce que c'était plus dans ma tête, au fait. Ça m'a fait du bien, dans le sens où, moralement, je me suis dit, tiens, c'est une femme, arrive à comprendre. Mais toutes les femmes arrivent à comprendre. C'est pas que... C'est que là, je pense qu'elle a dit, tiens, cet homme, il est clair, dès le début. Ça faisait quand même, depuis la greffe, une quinzaine d'années, hein. Il y a eu une fois ou deux des choses qui se sont faites, mais sans vraiment le grand plaisir, hein. Donc là, ça s'est passé sans douleur, ce qui est assez étonnant, ce qui était très étonnant, hein, parce que chaque fois que j'avais un rapport, j'avais des douleurs terribles. Et là, ça s'est bien passé. Et je retrouve de nouveau les sensations d'homme. Je pense que pour l'homme, il faut en parler, il faut en discuter. Il faudrait même peut-être aller voir un psy en couple. C'est pas forcément le Viagra, au fait, qui aide, hein. Mais le fait d'en parler, ça vous libère. On se sent mieux. On se sent mieux parce que c'est clair, dès le départ. Edgar a bientôt fini son traitement hormonal. Peut-être pourra-t-il de nouveau avoir des érections et repousser encore un peu plus la vieillesse. Il faut un peu plus de farine, chérie. Je sens, ça colle sur la main. Voilà. Tu la reposes. Oui, j'aimerais bien que ça reprenne bien et que je puisse de nouveau avoir une vie sexuelle qui soit tout à fait harmonieuse, ne serait-ce que pour ma femme. Je fais tous les efforts possibles pour que ça marche. Et puis, voilà, après, c'est plus vraiment ma volonté, c'est la situation qui fera que ça marche ou que ça ne marche pas. Je crois qu'il faut encore un peu plus de farine. Oui, je sens qu'elle colle. Oui, ça colle un peu. Ça, et d'autre côté. Alors, si ça marche, voilà, bon, le soleil est revenu, la vie est belle, et puis tout va bien. Et puis, si ça ne marche pas, on fait avec, on compose avec. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Trop tard, hein, on a décidé. Bon, maintenant, ça devient délicat. Avec l'âge, il faut accepter aussi certains renoncements, hein. Je ne vais plus faire de la haute montagne, je me contente de la moyenne montagne. Le tennis, je ne suis plus aussi performant qu'il y a 30 ans en arrière. Et puis, je ne m'en porte pas plus mal. Ça a l'air de marcher. Oui. Écoute, non, c'est pas ça. Il faut que je mette de la farine. Bon. La technique, c'est tourner la plaque. Si tu changes, là. On va voir. Oh, tu vois? Oui. Parfait. T'arrives, elle est... Oui. Je garde la même estime de moi que quand j'avais des possibilités de sexualité tout à fait normales. Magnifique. Le fait que pour l'instant, j'ai pas d'érection, d'accord? Je ne me sens pas, en tant qu'homme, je ne me sens pas du tout diminué. Pas du tout. Un petit bisou farineux. C'est parfait, hein? Félicitations, tu as réussi, hein? Je reste un homme avec ou sans. C'est joli. Merci.
C'est notre 3e Saint-Valentin. Et je suis très heureux de te dire que j'ai la même force d'amour que j'avais au premier jour quand je t'ai rencontré. Bon appétit, ma petite puce. Bon appétit. C'est bon? C'est délicieux. J'aimerais te remercier d'être à mes côtés depuis maintenant 3 ans, un petit peu plus de 3 ans. Ces derniers mois, tu m'as beaucoup épaulé pour vivre les moments quelquefois un peu difficiles sur le plan santé. Et tu m'as beaucoup aidé, tu m'as beaucoup réconforté, tu as eu beaucoup de patience. Et je dois dire que c'est merveilleux et que j'apprécie énormément. Tu le mérites bien, chérie. Merci. Et le Viagra dans tout ça? Certes, la pilule bleue est un progrès majeur pour la médecine et un réel soulagement pour beaucoup d'hommes. Mais son succès est aussi dû à un malentendu entre hommes et femmes. Car contrairement à l'idée ancrée dans l'esprit des hommes, il est plus important de parler que de bander.